Nous savons que Jean-Michel a jamais été déclaré mort sur le papier, d'accord? Il n'a jamais été déclaré mort sur le papier. Il est toujours vivant, selon Brigitte Macron. Mais ce qu'il fait, ce qu'il a fait, quelle est sa carrière, personne ne le sait. D'accord, les amis, Internet est en feu. Aujourd'hui, nous revenons à notre épisode conclusif de la série Devenir Brigitte, car je sais qu'il y a tant de questions en suspens. Brigitte Macron, est-elle la première dame de France, le père biologique d'Emmanuel Macron? Nous entendons cela beaucoup. Où est la vraie Brigitte Trogneau? Comme je l'ai dit, beaucoup de gens ont des théories et je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons nous permettre de vagabonder et de nous poser ce genre de questions. Je vois qu'il y a des TikTokers dont les comptes ils sont touchés et bannis pour avoir discuté de la question. Alors, bienvenue de nouveau dans Devenir Brigitte. Je pense qu'on peut dire sans risque que mon interview avec le journaliste Xavier Poussard a complètement fait fondre Internet. Cela a définitivement fait fondre notre site web à CandaceOwens.com. Il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas entièrement suivi la série auparavant, mais ils ont vu le désormais célèbre côte à côte de la photo d'un jeune Jean-Michel quand il avait 18 ans, prise dans une école d'ingénieurs à côté de l'actuelle première dame de France, Brigitte Macron. Et ils ont été un peu secoués en comprenant que quelque chose n'allait vraiment pas. Comme, oui, vous pouvez être presque un jumeau identique avec votre frère, avec qui vous êtes censé avoir, disons, 7 ou 8 ans d'écart. Mais cela ne semble pas être le cas. Les preuves photographiques sont devenues instantanément, je pense, indéniables pour beaucoup de gens. Donc maintenant, nous avons beaucoup de gens qui reviennent en arrière et plongent depuis le tout début, comme ils devraient le faire. Je recommande de ne pas commencer par cette interview puis de passer à cet épisode. Nous avons couvert tellement de choses. On ne peut comprendre comment un tel échange d'identité potentiel pourrait être faisable que si l'on commence à cartographier les personnages secondaires. Mais c'est pourquoi nous avons pris notre temps ici, car il faut comprendre qui entoure ces personnes. Quel est leur réseau? Quelle quantité de pouvoir faudrait-il si vous vouliez créer des identités ou détruire des identités? Et nous y sommes arrivés. Nous y sommes enfin arrivés. Donc avant tout, pour revenir à cela, examinons à nouveau l'arbre généalogique d'Emmanuel. Et bien sûr, nous avons appris, et je vais le renforcer ici, qu'il n'est pas, du moins il ne semble pas, qu'il était proche de ceux qui sont censés être ses parents biologiques ou ses frères et sœurs biologiques, du moins selon toute compréhension de sa propre autobiographie, n'est-ce pas? Il n'a pas écrit à leur sujet, juste quelques phrases, mais il avait tant à dire. À propos de la famille de Brigitte et vraiment beaucoup à dire en termes de sa famille biologique, à propos de sa grand-mère. Et je pense que la plupart d'entre nous soupçonnent, et je peux dire que je le fais certainement, que maman et papa, ils ne sont pas vraiment sa maman et son papa. C'est ce que je ressens à propos de la situation en termes de sa description. Eh bien, c'est ma grand-mère qui m'a d'abord appris à faire du vélo, et je trouve aussi cela suspect. Encore une fois, ça c'est notre dernier épisode, donc nous pouvons commencer à théoriser un peu. Je me sens incroyablement suspicieux du fait qu'ils soient tous les deux médecins, qu'ils étaient médecins, que papa soit pédiatre. Et ta maman, dont nous pensions ou ne comprenions pas pourquoi elle était impliquée avec le Bureau de la Sécurité sociale, était en fait impliquée dans l'aide aux personnes transgenres pour obtenir de nouvelles identités. Cela ne nous rassure pas à propos de cette nébuleuse qui les entoure. Puis il y a bien sûr, comme je l'ai dit, le cas curieux de sa grand-mère, qu'il appelle affectueusement Manette. Nous savons qu'il n'existe pratiquement aucune photo d'elle. La personne qui a essentiellement élevé Emmanuel Macron, encore une fois, selon sa propre autobiographie, nous n'avons que 2 photographies d'elle. Pourquoi? Oui, savons-nous même si c'était vraiment son nom? Elle était prétendument aussi enseignante. Pourquoi est-il si difficile d'obtenir des photographies qui illustrent son enfance? Son nom était-il vraiment Germaine Haribenog? Avait-elle un autre nom qu'elle aurait pu utiliser? Je vous fais part de mon propre processus ici. Pourquoi n'avons-nous que ces 2 photos? Comme je l'ai dit, bien que dans le passé nous nous soyons strictement tenus aux faits, aujourd'hui nous allons nous permettre un peu plus de marge de manœuvre. Je soupçonne que beaucoup de gens sont arrivés, je pense, à la même compréhension exacte qu'il pourrait être plausible que toutes ces personnes aient plusieurs identités. Si vous avez quelqu'un dans la famille qui peut détruire des identités et en créer, pourquoi ne pas en profiter? Et je pense aussi qu'il est important de réfléchir au cadre temporel. C'était un monde différent.
Vous savez, en pensant aux proches qui ont grandi pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, nous parlons d'êtres humains traversant des frontières nationales, de nations changeant, littéralement, de changements géographiques qui se produisaient selon qui gagnait ou perdait les guerres. Exactement. Il y avait des gens qui cachèrent leur véritable identité, parfois par nécessité, par peur de la persécution. N'est-ce pas? Vous deviez complètement obtenir de nouvelles pièces d'identité, changer votre identité et vous cacher dans différents pays. Eh bien, nous savons avec certitude que dans cette histoire particulière, malgré ce qu'on nous vend au public, au moins un côté de la famille a changé de nom ou avait un membre qui a changé de nom. Et c'est un peu étrange que le public ait été vendu cette histoire sur le Nétrogue, sans que quelqu'un ajoute simplement que, en fait, nous avons inventé le nom de ce type. Entrons dans le vif du sujet, la famille Trogno, n'est-ce pas? La Brigitte Trogno. Brigitte Trogno. D'où venait cette famille avant de s'installer à Amiens et de devenir une sorte de mafia? Parce que c'est ce que cela me semble être. Il semble que la famille Progno fonctionne comme une mafia jusqu'à ce jour. Ils sont censés être une famille de chocolatiers. Ils ont cette histoire d'origine censée être douce. Et ceci est en fait la publication la plus récente discutant de l'histoire de leur famille que j'ai pu trouver dans le journal local à Amiens. Celle-ci, elle a été publiée en 1990. Je pense que c'était en 1991, peut-être en 1993. Et c'était pour annoncer la naissance d'un autre membre de la famille Trogno. Et cela vous montre la lignée des pères des chocolatiers, n'est-ce pas? Donc, au début, vous avez un Jean-Baptiste de 1852. Il dirigeait la boutique. Ensuite, vous avez Jean, puis Jean-Claude, puis Jean-Alexandre. Et je vous montre cela parce que je veux que vous compreniez. Tous les hommes de la famille Trogno ont le même prénom, Jean Trogno. C'est significatif. C'est également significatif car cela complique les choses. D'accord? Donc, s'ils disent que Jean Trogno est vivant et en bonne santé, vous n'obtenez pas vraiment d'informations, n'est-ce pas? Est-ce le cousin, le frère, l'oncle, le neveu? Tous les hommes de la famille Trogno portent le nom de Jean Trogno et la plupart d'entre eux, d'ailleurs, pour être clair, ont plus d'un deuxième prénom. D'accord. Donc tout d'abord, en revenant à cette publication, si nous pouvons la remettre, ce premier Trogno original, Jean-Baptiste. Oui, c'était un mensonge. Son nom n'était pas réellement Jean-Baptiste. Le premier Jean qui s'est installé à Amiens et a ouvert cette chocolaterie, son vrai nom était en fait Marc-Étienne Xavier Trognel. Donc c'est juste une partie de l'héritage qu'ils ont en quelque sorte inventé. Et je ne suis pas sûre de la raison ou du but de ce mensonge. Encore une fois, nous savons avec certitude que son nom était Marie-Étienne. Nous avons pu obtenir l'acte de naissance. Cela n'est pas contesté parmi les généalogistes. Donc, c'est juste la question de savoir pourquoi commencer même par un petit mensonge sur l'héritage de votre famille. Est-ce parce que vous vouliez montrer une lignée ou une décision consciente a-t-elle été prise pour une raison ou une autre qui est inconnue du public? Pour raconter ce mensonge, s'agit-il vraiment de rendre les choses plus confuses? Avez-vous décidé que nous allions appeler tout le monde dans la famille Jeanne? Pour quelle raison cela serait-il? Pourquoi prendriez-vous cette décision? Même, d'ailleurs, pour être clair, les femmes de la famille ont aussi des prénoms masculins en deuxième prénom. Nous allons donc ressortir cette photo de famille, encore une fois, la désormais célèbre photo de famille. On nous dit d'ailleurs que c'est Brigitte sur les genoux de sa mère. Cela ne ressemble en rien à Brigitte, mais nous allons simplement accepter cela. Cette photo, encore une fois, pour vous rappeler, a été présentée au public par Mimi Marchand, en qui nous n'avons absolument pas confiance. Mais vous pouvez voir le deuxième prénom de Brigitte. Son nom complet est en fait Brigitte Marie Claude Trogno. Brigitte Marie Claude Trogno, ce qui est intéressant, soit dit en passant, pour être clair, parce que son père, comme vous pouvez le voir, n'a pas Claude dans son nom. Alors pour quelle raison elle s'en prend à Claude Trogno? Son père est John George Trogno. Il a un fils, comme vous pouvez le voir, juste au-dessus dans cette photo, un fils qui a aussi Marie dans son nom. Son nom est John, Claude, Marie, Joseph Trogno. Ça fait beaucoup de prénoms. Vous ne voyez généralement pas cela dans les familles en dehors de l'aristocratie, n'est-ce pas? En dehors de l'aristocratie où vous verrez 20 noms. Remontons pour montrer leur lignée. Jean-Claude, Marie-Joseph, Brigitte, Claude Trogno. Et puis, bien sûr, nous avons notre homme, Jean-Michel Henri Trogno, tout à gauche. Et ensuite, pour ajouter encore plus de confusion, les gens de la famille semblent épouser des personnes qui portent
les mêmes prénoms que leurs frères et sœurs. D'accord, donc ce n'est pas trop pertinent pour vous de vous en souvenir. Vous pouvez garder cette photo affichée parce que je veux juste continuer à la parcourir. Mais Monique Trogneau, elle est à droite. Elle a épousé quelqu'un qui a le même prénom que son frère. Donc, elle a épousé quelqu'un nommé Jean-Claude. D'accord. Un peu déroutant. Et puis Jean-Claude, le frère en haut là-bas, a épousé quelqu'un qui porte le même prénom que sa sœur Brigitte. Il a épousé quelqu'un nommé Brigitte Poisson. Elle est donc devenue Brigitte Trogneau. C'est à la fois très pratique et très déroutant. Et c'est pourquoi vous pouvez un peu vous perdre dans ce labyrinthe. Et cela vous fait vous demander, comme je me suis demandé, si cette confusion est intentionnelle. Parce que si vous avez tous ces noms et que tout le monde a un peu le même nom, mon cerveau se dit que cela vous faciliterait beaucoup le déplacement au sein de la famille et le partage des identifications, n'est-ce pas? Pour entrer et dire, je veux juste une pièce d'identité qui dit Claude Joseph. Oh non, non, c'est mon nom. J'ai beaucoup de noms, mais je suis en fait Claude Joseph. Et donc peut-être que maintenant je me fais passer pour Claude Joseph. Encore une fois, je spécule ici. Mais pour être clair, cette image en général n'est pas une avec laquelle je suis à l'aise. Parce que, comme je l'ai mentionné, nous ne faisons pas confiance à Best Image parce que nous ne faisons pas confiance à Mimi Marchand. Et la première fois que cette image a été présentée au public, elle a été donnée au public à la documentariste qui a dit qu'elle avait l'impression d'être interrogée par la police quand elle essayait. Son nom était Virginie Lindart. Vous vous souvenez d'elle? Elle a réalisé ce documentaire, Brigitte Macron, un roman français, et elle a dit qu'elle n'avait jamais été interrogée de cette manière. Elle n'était autorisée à parler qu'à certaines personnes, et on lui a donné très peu de photos. Et toutes ces photos devaient passer par le meilleur image de Mimi Marchand. Donc, elle distribue ces images, et son passé, celui de Mimi Marchand, d'avoir été accusée de falsification et d'extorsion. Je commence à me demander dans quoi exactement Best Image se spécialise. Qu'ils avaient l'exclusivité sur toutes les photos du passé de Brigitte et n'en ont produit que quelques-unes. Se spécialise-t-il dans Photoshop? Parce qu'il y a une chose que certaines personnes sur Internet ont remarqué, quelques éléments qui me semblent vraiment étranges à propos de cette photo. Tout d'abord, cette fille tout à droite, Monique Trogneau. D'accord. Regardez ses mains. Ça a l'air bizarre. Que se passe-t-il là? On dirait beaucoup de doigts, peut-être potentiellement trop de doigts. On dirait 6 doigts, dont 3 qui sont des moignons. Je veux dire, peut-être qu'elle faisait des signes de gang. Elle est dans un gang, je ne sais pas, mais cela me semble très étrange. Et la seule chose que je sais sur Photoshop, c'est que les gens disent qu'il est incroyablement difficile de retoucher les mains. C'est généralement là que les gens se font prendre à retoucher des photos quand on voit tous ces scandales. Nous savions que Kim Kardashian avait retouché la photo à cause de ses mains. Il lui manque une main, il lui manque un doigt. Je ne sais pas pourquoi c'est le cas. Encore une fois, je ne travaille pas dans ce domaine, mais il est incroyablement difficile de retoucher les mains et les doigts. Et puis, il y a le visage de Monique, en général. Dès que je l'ai vue, après avoir parcouru tant d'histoires de Brigitte, j'ai réalisé, et nous pouvons ressortir cette photo, que Monique me semblait simplement familière. J'avais l'impression d'avoir déjà vu ce visage. On me dit que c'est une sœur aînée, mais pour être honnête, elle ressemble beaucoup à cette photo. D'accord? J'étais comme cette photo. Ressemble vraiment, vraiment beaucoup. Ce sont censés être 2 personnes différentes. Ça ressemble à, je ne sais pas. Comment cela pourrait-il être 2 personnes différentes? Et si vous vous demandez quelle est cette photo à gauche, c'est une photo de Brigitte. Apparemment, ils ont fouillé France 3 et sont tombés sur une vieille photo de 1949 de Brigitte Osier. Donc, c'est Brigitte après le mariage, Brigitte dans la phase enseignante. Et je trouve juste que ce visage est tellement familier. Mais bon, les frères et sœurs sont familiers. C'est vrai, pas de problème. Tu peux ressembler exactement à ta sœur. Et donc, je me suis juste dit, OK, eh bien, laissez-moi voir quelques photos actuelles de Monique. Peut-être qu'elles se ressemblent encore comme 2 gouttes d'eau. Et elles sont toutes les 2 vivantes aujourd'hui. Donc, cela ne devrait pas être difficile à trouver des photos de Monique. Et en fait, c'était vraiment difficile de trouver des photos de Monique, malgré son mariage avec un milliardaire, Damien, maintenant une famille milliardaire de l'automobile, Monique Trogneau.
Elle épouse ce type, encore une fois, pas important pour vous de vous en souvenir, nommé Jean-Claude Guidé, qui possède la plus grande entreprise milliardaire de l'automobile. Entreprise en France. Elle n'a jamais pris de photo tout au long de sa vie à part celle-là. Impossible de trouver une photo de mariage, rien. Et Xavier Poussard m'avait prévenu parce que je lui ai envoyé des messages en disant « Comment est-ce possible ?» Je veux dire, allez, comment peut-on épouser un milliardaire? Épouser quelqu'un qui arrive et il n'y a tout simplement pas de photo de vous et il y a comme une seule photo de son mari. Je me dis, ça ne peut pas être une chose. Je comprends la vie privée, mais ce n'est pas une chose. Et Xavier m'a averti, ne commence pas à creuser parce que rien n'a de sens. Dès que tu commences à regarder l'histoire, tu réalises que rien n'a de sens et c'est exactement ce qu'ils veulent. Essentiellement pour te rendre fou, pour confirmer ce qui devrait être des choses très basiques. Et pour une raison quelconque, c'est pratiquement impossible de le faire. Malgré les grands noms de ces familles, malgré leur proximité avec le pouvoir, il est pratiquement impossible de confirmer quoi que ce soit. Alors j'ai simplement décidé de laisser tomber. Mais il y a une chose que je trouve qui n'a absolument aucun sens. Et c'est très étrange, et j'aimerais beaucoup inviter le public à se pencher sur ce mystère incroyable. Beaucoup d'entre vous avaient soupçonné que ces familles pourraient toutes être liées. Les Osier, les Trogneau et les Macron viennent-ils tous de la même famille? Y a-t-il une chance que Brigitte Macron, certains d'entre vous ont demandé, soit en réalité le père d'Emmanuel Macron? Maintenant, pour être clair, je n'ai jamais fait cette déclaration parce que je voulais que cette série reste factuelle et m'éloigner de mon instinct et être comme Xavier et ne m'appuyer que sur les documents et les choses que nous pouvions confirmer. Mais il y a évidemment beaucoup de choses qui se passent ici, beaucoup de preuves, ce qui suggère et pointe vers la conclusion que le secret semble être plus grand que d'avoir simplement une épouse transgenre, n'est-ce pas? Je veux dire, repensez au moment que nous avons passé ici. Le président Emmanuel Macron cherchant des réponses auprès de sa femme Brigitte, des réponses basiques sur le contexte biographique de sa famille. Souvenez-vous de cette scène dont nous vous avons parlé quand il parlait à un politicien et le politicien disait « Hey, ta sœur habite près d'ici, où habite-t-elle » Et Emmanuel se fige et regarde Brigitte. « Pourquoi ne sais-tu pas où habite ta sœur, Emmanuel? Que se passe-t-il ici? Pourquoi a-t-on l'impression qu'il y a cette relation? Ou peut-être toi et Brigitte, Brigitte est ta, je ne sais pas. Plus qu'une épouse, c'est sûr, pour être sûr. Pourquoi a-t-on l'impression que Brigitte te tient un peu par la main? Pourquoi a-t-on l'impression que tu as toujours été guidé par des personnes plus puissantes que toi? Nous savons et avons confirmé, comme nous l'avons fait dans le dernier épisode, qu'il a été guidé à travers sa carrière par David de Rothschild, une famille qui est connue et est enregistrée comme ayant pratiqué l'inceste. D'accord? Pourquoi et comment Emmanuel Macron s'est-il rapproché des Rothschild? Tellement proche que son collègue a dit « Ce type ne savait même pas ce que signifiait Ibida et pourtant il est devenu le plus jeune associé gérant. Nous avons compris que quoi que ce soit, il voulait dire David Rothschild lui tenait la main. Il ne pouvait pas contester le pouvoir. Nous rions de lui en réunion car il ignorait la finance. Pourquoi David Rothschild a-t-il veillé à ce que Emmanuel ait sa main tenue? Le vice est agréable, mais l'inceste est le meilleur car il reste dans la famille. C'est une citation directe de la cousine de David Rothschild, Nathalie Rims Rothschild. Et au cas où vous ne me croiriez pas, voici un extrait d'elle disant cela, d'ailleurs. Écoutez. Et comme nous le faisions très souvent dans ces familles, le vice est agréable, mais l'inceste est le meilleur, car il reste dans la famille. Lola, dit en anglais, elle, est passée directement du français et a dit « C'est ce que nous disons dans notre famille. Le vice est agréable, mais l'inceste est le meilleur. » Puis il y avait une biographie, écrite par l'auteur Nathalie Livingston, intitulée « Les femmes de Rothschild », ce qui a en quelque sorte révélé le désir maniaque de la famille Rothschild de maintenir leur fortune et leur pouvoir dans le monde, un désir si maniaque qu'ils pratiquaient l'inceste familial. C'est tout simplement indéniable, c'est un fait, d'accord. Et apparemment, ils ont fait cela seulement jusqu'à ce que cela ne soit plus socialement acceptable, jusqu'à la fin du 19e siècle, les gars, juste avant que nous n'entrions dans cette famille Trogneau, qui est tout simplement incroyable. Puis ils ont dit, plus jamais, plus jamais. Et ce qui est intéressant dans ce
livre, c'est que Nathalie Livingston documente que la raison de cela est le testament de l'original Rothschild, Mayer Amschel Rothschild. Elle dit, je cite, cela remonte à ce testament. Dans celui-ci, Mayer Amschel Rothschild a dit que rien n'était plus important que la famille, et cela signifiait à tout prix. Il s'agissait de préserver l'unité de la banque et l'intégrité du nom. Il n'y a aucun doute, l'endogamie, ça n'a pas dû être formidable. Par exemple, il y a une énorme quantité de problèmes de santé mentale qui ont couru dans la famille. Je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas de corrélation entre les unions endogames et les problèmes de santé mentale. Elle discute ensuite même de la façon dont cette mentalité au sein de la famille était si forte qu'il croyait que toute femme qui sortait de la famille en termes de mariage était maudite. Comme vous êtes maudit parce que vous n'avez pas épousé votre cousin, frère, oncle, peu importe. Donc bien sûr, votre esprit vagabonde et vous commencez à réfléchir naturellement dans cette histoire. Pourquoi David Rothschild a-t-il choisi Macron? Un gars dont ses collègues disaient qu'il ne savait même pas ce qu'était l'EBITDA. Et pourtant, David Rothschild a pris l'initiative de le faire devenir le plus jeune associé gérant de l'histoire de la banque. L'objectif d'une banque est de faire du profit. Si vous êtes un Rothschild, vous vous souciez de faire du profit. Bien sûr, si vous vous souciez, surtout de manière obsessionnelle, de vous assurer que votre pouvoir ne se perde pas dans le monde, la dernière chose que vous allez faire est de choisir un type obscur qui ne sait rien et de le faire monter dans les rangs. Vous ne vous écarteriez de cet objectif évident de vouloir que la banque gagne de l'argent que s'il y avait quelque chose de plus important que l'argent, et ce serait le pouvoir, n'est-ce pas? Et vous ne feriez cela que si le népotisme était en jeu, à mon avis. Vous vous dites, je vous fais monter dans les rangs parce que vous êtes de ma famille. Et ce qui compte le plus pour moi, c'est que cette banque et tout ce que vous faites reste dans la famille. Vous donnez un emploi à quelqu'un, non pas parce qu'il est qualifié dans ce sens, mais parce qu'il est membre de votre famille, n'est-ce pas? Comment et pourquoi David Rothschild s'est-il rapproché? De la famille Mocrone de médecins et de la famille Trogno de chocolatiers, n'est-ce pas? Comment, ce que je peux vous dire, et encore une fois, nous sommes maintenant purement dans la spéculation, c'est que mon instinct personnel a toujours été que si vous alliez pratiquer l'endogamie, une relation père-fils pourrait en fait être trop proche. J'ai toujours pensé que si cela se produisait, nous chercherions un oncle. J'ai l'impression que c'est juste une histoire standard, comme un oncle qui abuse d'un enfant. J'ai l'impression que c'est ce que mon cerveau fait instantanément, ce que mon cerveau recherche instantanément. Et il s'avère, les gars, vous n'allez pas me croire, mais ce schéma de noms similaire, dans chaque famille, les membres de la famille s'étendent également à la famille Macron. Rappelez-vous, il n'existe à ce jour aucune photo connue d'Emmanuel Macron avec ses parents durant son enfance. C'est insensé, d'accord? Nous savons que son père, la personne qu'on nous dit être son père, s'appelle bien sûr Jean-Michel Macron. Mais il y a un autre Jean-Michel que nous n'avons pas encore mentionné, et c'est peut-être le plus important oncle, Jean-Michel Nogue. Ajoutons-le maintenant à l'arbre généalogique d'Emmanuel pour que vous puissiez visualiser cela, d'accord? Donc, son père est Jean-Michel, sa mère est François Nogue. Eh bien, François Nogue a un frère et avait un frère. Comme vous pouvez le voir, il est décédé en 2006 et son nom était Jean-Michel Nogue. D'accord? Cela m'a intéressé. Encore une fois, je descends dans le terrier du lapin. Je veux juste identifier qui est qui. D'accord? Il est le frère du docteur François Nogue, celui qui aide les personnes transgenres à obtenir de nouvelles pièces d'identité. D'accord, incroyable. Et aussi, elle a dit, comme nous l'avons souligné, que pour elle, Brigitte n'est pas une belle fille. Hein? Qu'est-elle pour vous? D'accord, continuons simplement à descendre dans ce terrier du lapin. Eh bien, le plus drôle, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas suivi le parcours normal du catholicisme. D'accord? Il n'a pas été baptisé enfant. En fait, ses parents ne sont pas religieux. Il a choisi lui-même d'être baptisé à l'âge de 12 ans alors qu'il était à l'école LA, École de la Providence. Donc, 2 ans avant de rencontrer l'amour de sa vie, Brigitte, il a décidé de prendre une décision. Ce qui est, je veux dire, c'est incroyable, non? Pour dire, je veux être baptisé.
Et c'est une chose étrange. Je pense que c'est une chose remarquable. Pas une chose étrange, une chose remarquable pour un enfant de 12 ans de faire sans l'orientation parentale. Mais qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Ce que nous n'avons pas mentionné auparavant, c'est qu'il a choisi son oncle, Jean-Michel, pour être son parrain lorsqu'il a été baptisé. D'accord? Donc les baptêmes ne sont pas censés être juste un acte de vanité. Je sais qu'aujourd'hui, ils sont devenus cela. Je vais juste choisir un baptême, un parrain ou une marraine, et en fait, je n'ai aucune foi en Dieu, aucune foi en la religion. Je pense juste que ce serait cool, ou peu importe. C'est un peu l'interprétation moderne. Maintenant, cela a une signification spirituelle importante. Cette personne est censée être choisie pour être celle qui vous guidera spirituellement tout au long de votre vie. Si quelque chose devait vous arriver, c'est une personne à qui vos parents feraient confiance. Si quelque chose devait arriver à vos parents, c'est censé être un individu que vos parents confieraient pour vous guider spirituellement pour le reste de votre vie. Emmanuel Macron a choisi Jean-Michel Nog, son oncle. D'accord? Je vais lire ceci directement du livre de Xavier Poussard. Il a écrit, je cite, un personnage en particulier a attiré notre attention. L'oncle maternel d'Emmanuel Macron, Jean-Michel Nog. Il était important. Emmanuel Macron l'a choisi comme parrain lorsqu'il a décidé de se faire baptiser. Le rôle de la marraine est évidemment revenu à Manette. Né le 15 décembre 1940 à Nèves et décédé le 6 octobre 2006. À Amiens, Jean-Michel Nog n'était pas un simple médecin généraliste. Il était un membre éminent du conseil de la faculté de médecine d'Amiens. Comme l'indique sa nécrologie publiée par ses collègues dans le Courrier Picard, rappelez-vous, c'est le journal d'Amiens. Il était également président de Domus Medica, une société immobilière civile réunissant de nombreuses organisations professionnelles de santé locale. Ensuite, il s'implique, ce ne sont que des amis pour le département du conseil, blablabla. Donc, c'était un homme important. C'est une figure immense. Alors, je me suis dit, sûrement cet homme. Oncle Jean-Michel doit être photographié quelque part. Peut-être une photo de lui et Emmanuel le jour du baptême. Peut-être Ayla Providence, je ne sais pas. Peut-être le jour du mariage d'Emmanuel Macron avec Brigitte. Sûrement. Nous pouvons trouver une photo de ce type dans les cercles médicaux. D'accord? Et vous n'allez pas le croire, les gars. Et bien sûr, vous allez le croire. Tout d'abord, il est mort en 2006, l'année avant qu'Emmanuel Macron ne se marie avec l'amour de toute sa vie, Brigitte. Et en ce qui concerne les photos, bien sûr, Xavier Poussard a tenté de les obtenir. Il est allé spécifiquement aux archives de la faculté de médecine où Jean-Michel, un oncle Jean-Michel, travaillait à Amiens et a construit une réputation remarquable pour lui-même. Et devinez quoi? Pour une raison quelconque, il a refusé la demande. Donc, nous n'avons aucune photo de lui. Il est mort en 2006. Et nous n'avons aucune photo de lui de son vivant alors qu'il était clairement très actif dans la vie d'Emmanuel. Et je ne sais pas pourquoi Emmanuel n'a pas dédié un chapitre entier à lui, son oncle, avec qui il était si proche spirituellement, son leader. Vous savez, ce n'est pas quelque chose qu'on oublie, n'est-ce pas? La personne que vous croyez va vous guider spirituellement pour le reste de votre vie. Vous savez, vous fréquentez une école catholique, vous connaîtriez l'importance d'une telle rencontre. Pourquoi l'avez-vous choisie? Cela ne signifie rien. Cela pourrait ne rien signifier, les gars. Cela pourrait tout signifier, d'accord? Cela montre simplement, encore une fois, plus que tout, la nature incroyablement, inutilement, secrète qui entoure cette famille. Les gens existent sur le papier, ils n'existent pas en photo, et puis ils disparaissent, n'est-ce pas? Vous devez imaginer d'ailleurs que l'oncle Jean-Michel aurait vécu à Amiens en même temps que Jean-Michel Trogneux aurait vécu à Amiens pendant tout son mariage avec la femme qu'il a épousée. Et je ne me souviens plus du tout de son nom. Qui Jean-Michel Trogneux a-t-il épousé? Véronique Drew. Oui, ils faisaient tous partie de cette petite communauté rapprochée. Vous devez imaginer cela, n'est-ce pas? En même temps, mais qui sait, ils disparaissent tous les deux un peu. Disparaître dans les airs. De toute façon, c'est juste ce qui se passe quand on creuse les choses. Ils ne démystifient rien. D'ailleurs, si vous demandez « Et pourriez-vous juste clarifier cela ?» Pouvons-nous obtenir une photo ici?
Ils attendent, plutôt que tous ceux qui enquêtent sur cela fassent une erreur. Et ensuite, ils poursuivent les gens en justice. Faites une erreur en posant des questions significatives et vous allez être poursuivi si vous vivez en France, l'organisation de vous. Pire, vous pourriez être en prison. Des gens ont été emprisonnés pour avoir enquêté sur l'histoire, arrêtés pour avoir enquêté sur l'histoire. Xavier a raison. C'est censé rendre tout le monde fou. En sautant dans 1000 terriers de lapins. Et en parlant de terriers de lapins, nous devrions maintenant discuter plus en profondeur. Le petit dodu, le petit gros, comme l'appelle Xavier, récemment présenté par les médias comme preuve que Jean-Michel existe. Écoutez, je veux être très clair. Je n'ai aucun doute dans mon esprit qu'un Jean-Michel existe à Amiens. Il semble que ce soit juste le nom de tout le monde. Tout le monde Jean-Michel. Donc ne soyez pas surpris quand ils disent que nous avons trouvé un Jean-Michel. J'en ai déjà trouvé environ 6. Maintenant, vous pensez probablement qu'on dise « Oui, il y a juste trop de Jean-Michel dans chaque côté de cette famille ». Je ne suis pas tout à fait sûr de ce qu'il faut croire. Eh bien, nous devons au moins essayer de comprendre qui est ce petit gars dodu et s'il est vraiment le même Jean-Michel qui est photographié dans la photo initiale de la famille Trogno. Tout d'abord, je veux juste mentionner certains de nos sponsors. Jacked Up Fitness est l'un d'eux, avec la confirmation historique de RFK Jr. Le mouvement Make America Healthy Again est enfin là. C'est pourquoi je suis si enthousiaste de vous parler de Jacked Up Fitness. Georges et moi allons bientôt déménager et nous avons hâte d'avoir une salle de sport complète à domicile qui sera installée par ces gars-là avec notre emploi du temps chargé. Nous attendons avec impatience la commodité d'avoir cette expérience complète de gym directement chez nous. Le Jacked Up Power Rack Pro est une salle de sport tout en un de qualité commerciale qui a tout pour un entraînement complet dans votre garage ou votre pièce libre. Et écoutez ça, je viens d'entendre de l'équipe de Jacked Up que